Donc on va d'abord laisser la parole à Agnès Dumas. Bonjour, donc comme Élodie le disait, je suis sociologue, je travaille à l'Institut Gustave Roussy. Donc je suis là un peu pour, en introduction, vous donner quelques chiffres qui sont issus d'une étude, une grande étude qu'on a fait par questionnaire auprès de plus de 1900 aguerris. Donc cette étude, elle a eu lieu entre 2005 et 2010 et elle intégrait les questions: est-ce que vous avez eu des problèmes de recours aux assurances, des problèmes d'accès au crédit, à l'emprunt? Et environ la moitié des personnes étaient concernées, donc environ la moitié avaient fait un recours, avaient essayé d'obtenir un prêt. Et donc environ, voilà, sur 900 personnes, on va dire, la moitié disent que leur assureur leur a posé une question sur le cancer qu'ils ont connu enfant. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que les personnes qui ont dit qu'elles avaient eu un cancer étant enfant, elles ont plus souvent eu des surprimes, donc payées un peu plus cher, ou des exclusions à leur contrat, c'est-à-dire qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas prises en charge par le contrat d'assurance. Ça, c'est pour les prêts immobiliers. Donc ça, c'est vraiment le cœur de l'emprunt, parce que c'est quand même des sommes qui sont assez lourdes, assez conséquentes. Pour ce qu'on appelle les crédits à la consommation, il y a eu moins les assureurs posaient moins souvent la question, il y a eu moins de surprimes ou d'exclusions, puisque en comparaison du crédit immobilier, il y avait seulement donc 19% 20% des personnes qui ont dû parler de leur cancer, et puis seulement 8% qui ont dû payer une surprime ou qui ont dû subir des exclusions, comparé à 25% des personnes qui avaient fait une demande pour un crédit immobilier. Voilà, ça c'est un petit peu les chiffres par rapport à l'accès à l'emprunt, mais par rapport aussi aux assurances vie. Il y a quand même aussi beaucoup de personnes, à peu près 700, qui avaient demandé une assurance vie. Dans 35% des cas, l'assureur leur a posé une question sur leur cancer. Et dans 10% des cas, ils ont dû payer il y a des exclusions ou une surprime. Et dans 20% des cas, un refus. Donc ça reste quand même important. Il y a quand même des difficultés, on le voit, dans l'accès à l'emprunt, dans l'accès aux assurances. Cela dit, quand même beaucoup, donc 75% finalement des gens ont eu accès ont eu accès à un emprunt immobilier sans surprime, sans exclusion. Donc ça, c'est quand même le côté positif. Et on a aussi mené une étude plus qualitative avec des personnes plutôt en entretien. On les a vues parfois à leur domicile. Ce sont donc, beaucoup de personnes qui ont été traitées à l'Institut Gustave Roussy ou à l'Institut Curie, mais c'est des personnes qui habitent partout en France qu'on a rencontrées. Et sur le plan de ce que témoignent les personnes, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont été agréablement surpris de pouvoir emprunter, de ne pas avoir de problème, mais qu'à côté de ça, des fois il y a d'autres pathologies, d'autres questions qui dépassent le problème de cancer pédiatrique, donc des fois des maladies qui sont liées au traitement, des fois des maladies qui n'ont rien à voir, et donc là les situations sont des fois un peu plus compliquées. Et la question qu'on se pose vraiment, c'est est-ce que ces compagnies d'assurance, elles ont vraiment le droit de refuser un crédit à une personne? Je finis là-dessus. Peut-être Dominique Thierry va répondre justement à toutes ces questions. C'était un petit peu pour planter le décor. Et dire qu'en fait, il y a une part non négligeable des personnes qui n'a pas dit à l'assureur qu'il y avait un cancer étant enfant, même qui n'a pas dit qu'il fumait, qui n'a pas dit qu'il y avait d'autres pathologies. Et donc, ça c'est... en fait, Dominique Thierry va présenter un petit peu toutes les questions pratiques par rapport à ça, mais les pratiques des assureurs varient d'une compagnie à l'autre, et tout ça, donc, dans l'actualité présente, va peut-être être bouleversé par l'amendement qui est donc discuté dans le cadre de la loi de santé publique actuellement, qui va donc permettre un droit, ce qu'on appelle le droit à l'oubli, ce qu'on appelle pour l'instant le droit à l'oubli, notamment en priorité pour les personnes qui ont été touchées par un cancer alors qu'elles étaient enfants ou adolescents. Enfants seulement. Dominique. Voilà. Donc pour rebondir sur votre question, est-ce que vous pouvez me la... Est-ce qu'une compagnie d'assurance a le droit de refuser un crédit à une personne ayant des antécédents médicaux graves? Oui, tout à fait. En fait, malgré... Donc il y a eu...
Donc là, maintenant, on est sur la question du droit à l'oubli. Effectivement, vous avez peut-être tous observé dans la presse les 15 derniers jours, il y a eu beaucoup de communiqués par rapport à ce droit à l'oubli qui est effectivement va être intégré dans la loi de santé, enfin à condition que la loi de santé passe, puisque vous savez qu'il y a beaucoup d'opposition à cette loi de santé et notamment pas mal de grèves qui sont prévues. Est-ce qu'on peut juste repréciser ce que c'est ce fameux droit à l'oubli? Parce que c'est vrai que c'est peut-être pas une évidence pour tout le monde. Alors, ce qui est prévu, enfin ce qui est envisagé, c'est ce droit à l'oubli. Ce serait la possibilité pour des enfants qui ont été atteints de cancer, entre donc 0, enfin j'irais même pour ceux qui ont eu un cancer, je ne sais pas s'il y en a des cancers intra-utéraux qui sont soignés, mais en tout cas pour un enfant jusqu'à 15 ans, là, les dernières nouvelles que j'ai eues hier, ce serait à 5 ans après la fin des thérapies, ils n'auraient plus à déclarer qu'ils ont eu un cancer au moment de leur enfance. Donc, en tout cas, le cancer ne serait plus déclarable. Par contre, si les traitements qui ont été mis en place pour soigner le cancer ont généré des séquelles ou ont généré des effets délétères, on a évoqué là tout à l'heure des possibles problèmes cardiaques, on peut penser à des diabètes, etc. Ça, il va falloir le déclarer par contre. Moi, je vois ce que je vois aussi parfois, ce sont les enfants qui ont été irradiés au niveau du cerveau et qui, à la suite de ça, font des crises d'épilepsie. On va devoir déclarer la crise d'épilepsie. Et donc, effectivement, par rapport au cancer, on bénéficiera bien du droit à l'oubli, dans le sens, on n'aura pas indiqué le fait qu'on a eu un cancer, mais on devra indiquer le fait qu'on souffre de crise d'épilepsie, le fait qu'on souffre de problèmes cardiaques, le fait qu'on souffre de diabète éventuellement. Pour ceux qui ont eu une irradiation, par exemple, au niveau de la thyroïde, ou qui ont eu un cancer de la thyroïde et qui sont sous médication, le lévothyrox, c'est quand même un médicament qui semble relativement anodin, mais ils vont devoir indiquer la prise de médicaments. Donc ça va rester obligatoire. Donc on va sortir effectivement le cancer ne sera pas indiqué, mais s'il y a des prises de médicaments qui sont liées aux séquelles et aux effets délétères des traitements, là il faudra les renseigner, et par cette porte-là on va réintégrer le risque aggravé de santé et donc de nouveau l'application de la convention AERAS dont vous avez peut-être entendu parler. Alors je ne vais pas m'étendre parce qu'on a très peu de temps, donc je ne vais pas m'étendre sur la convention AERAS, mais vous trouverez toute l'explication et comment elle s'applique, etc., dans un document qui fait partie de votre dossier, qui s'intitule « Accès aux assurances », qui reprend tout. Donc pour rebondir alors sur votre question, est-ce qu'un assureur peut demander effectivement d'avoir accès à votre dossier médical? Oui, ça fait partie des droits de l'assureur pour pouvoir évaluer le risque assurantiel. Alors par contre, ce n'est pas à votre assureur, ce n'est pas à votre conseiller en assureur que vous allez remettre votre dossier médical, c'est au médecin conseil de l'assureur. Et c'est le médecin conseil de l'assureur qui va, au départ de ce que vous allez donner comme information, qui va estimer si le risque, si ce dossier comporte un risque aggravé de santé ou pas, et ensuite éventuellement déclencher la procédure de la convention AERAS. Et est-ce que dans ce cadre, il y a une autre question qui se pose, doit-on accepter qu'une compagnie d'assurance augmente le risque d'intérêt d'un crédit ou ajoute une surprime aux personnes guéries d'un cancer dans l'enfance? Alors là, donc on a ce qu'on espère. Je viens de vous expliquer donc le droit à l'oubli, qui fait partie des amendements qui ont été proposés mardi par la ministre de la Santé, en sachant que les discussions vont reprendre le 31 mars. Et sachant aussi qu'il faudra attendre les décrets d'application. Donc comme je viens de vous le dire, on est sur les cancers qui sont concernés, ce sont les cancers pédiatriques, donc jusqu'à l'âge de 15 ans. Ce sont les cancers des testicules en rémission complète et ce sont les cancers de la thyroïde en rémission complète. Mais avec toujours j'insiste, s'il y a des effets délétères, ceux-là devront être déclarés. Mais autrement, effectivement, ce sera une bonne réponse pour les
Par exemple, ce sera une excellente réponse pour les personnes qui ont eu un cancer pédiatrique, je ne sais pas, à 2, 3, 5 ans, 10 ans, même 14 ans, qui, à 25 ans, souhaitent acquérir un appartement ou ont besoin de faire un prêt professionnel pour s'installer, quelle que soit la profession envisagée. Si, à ce moment-là, il n'y a aucun effet délétère, s'il n'y a aucune séquelle qui ont été identifiées, ils n'auront rien à déclarer du tout. Et ils pourront tout à fait bénéficier des assurances sans surprime, sans exclusion, rien du tout. Donc là, on est quand même sur une avancée qui est quand même très importante pour vous. Alors, c'est vrai, comme l'a fait observer Agnès, il y a eu des progrès au niveau des assureurs. Il y a 5 ans en arrière, je vous aurais dit, voilà, tel et tel cas, c'est quasiment inassurable ou inassurable à vie. Aujourd'hui, il y a quand même des assureurs qui ne vont plus, qui effectivement ne posent plus de questions. Leurs questionnaires vont jusqu'à 10 ans ou 15 ans en arrière. Mais d'autres, non. Leurs questionnaires vont aller jusqu'à votre enfance. Il n'y a pas une unification des questionnaires médicaux. Pour l'instant, ça n'est pas prévu. Enfin, si, c'est envisagé, mais il n'y a pas encore d'accord à ce niveau-là, en tout cas. Voilà. Mais c'est envisagé, c'est une piste qui est poursuivie depuis longtemps. Alors, ce qui se fait dans la pratique, par contre, c'est que quand vous cherchez une assurance et que vous savez que vous risquez d'être réintégré dans le risque aggravé de santé, hein, en prenant compte de l'évolution de la loi, hein, et que vous avez eu un cancer pédiatrique dans l'enfance, vous n'avez pas de séquelles, il n'y a pas de souci, vous déclarez rien et vous allez bénéficier de l'assurance comme la population générale. Par contre, si vous voyez qu'il y a que vous risquez de réintégrer le risque aggravé de santé, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment vous adresser à des courtiers spécialisés. Il y en a de plus en plus qui se spécialisent dans le risque aggravé de santé, parce que eux, ceux qui font déjà, alors qu'il n'y a rien dans la loi encore d'inscrit, mais eux, ils prennent un questionnaire. Ils le font remplir et ensuite ils font 5 ou 6 demandes auprès de compagnies identifiées qui sont spécialisées dans le risque cancer. Et ça vous permet de ne pas multiplier les questionnaires de santé, les examens, etc. Donc ça, c'est vraiment l'intermédiaire de courtiers spécialisés qu'on peut l'obtenir. Voilà, parce que quelles sont les compagnies d'assurance dont le questionnaire santé ne demande pas de déclarer un cancer survenu plus de 15 ans avant, plus de 15 ans, lesquels? Alors, je suis désolée, mais je ne peux pas vraiment faire de publicité pour les compagnies d'assurance. Donc, ce que je peux vous apporter comme information, c'est qu'il y a actuellement en France 7 compagnies d'assurance qui sont spécialisées dans le risque cancer. Et que, effectivement, si vous vous tournez vers ces compagnies-là, elles sont bien spécialisées. Et dans ces 7 compagnies, il y en a 2 qui ne remontent plus au-delà des 10 ans et une qui ne remonte plus au-delà des 15 ans. Donc là encore, je vous conseille vivement de vous adresser à un courtier. Et puis, message important peut-être, parce que je crois que vous allez bénéficier de cette interview sur le site des Aguerris très prochainement. Vous avez un patient, alors qui est un analyste en assurance et courtier en assurance, qui a créé une association qui s'appelle Cancer la Vie et qui se bagarre beaucoup. Enfin, on travaille beaucoup en commun avec lui depuis déjà 2011 pour faire avancer les choses au niveau des assureurs. Et donc, il vient de mettre en ligne un site internet, Cancer la Vie, et vous pouvez tout à fait le joindre grâce au formulaire de contact, et il pourra vous aiguiller vers les entreprises, enfin, vers les assurances les plus adéquates. Donc, je vous confirme, en fait, on l'a rencontré mercredi, on a mené l'interview mercredi dernier, et il a vraiment tout un tas de tuyaux à nous donner. Donc, ça sera résumé dans l'interview qu'on va essayer de mettre en ligne d'ici 15 jours.
Et n'hésitez pas à nous contacter parce qu'il y a plein de choses qu'on ne savait pas et qui sont importantes à savoir pour ces histoires d'assurabilité. Tout à fait. Et il est vraiment très très précieux. Nous, on travaille avec lui depuis 2011 et on a vu vraiment depuis 2011 des dossiers qui n'auraient pas été acceptés en 2011 qui aujourd'hui sont acceptés. Là, depuis les 6 derniers mois, on a même des patients qui, à la fin des thérapies, 6 mois après la fin des thérapies, obtenaient une assurance sans surprime. Donc, il y a aussi de la négociation au cas par cas, de la négociation individuelle qui peut se faire avec les assureurs. Et là, l'avantage, c'est quand on a un courtier qui est spécialisé à ce point-là et qui a des référents, qui connaît les médecins au niveau des différents assureurs et qui se met en relation avec les médecins et qui va lui apporter les informations, les dernières études, le dossier médical, qui défend le dossier médical, on arrive à faire passer des dossiers. Et moi, j'ai vu avec Jean-Luc, on a des dossiers qui sont passés sans surprime, sans exclusion, et voire même avec un tarif inférieur à ce qui était proposé pour la même chose dans une autre compagnie à quelqu'un qui était en bonne santé. Et quels sont les risques encourus si je ne déclare pas ma maladie? Alors, tout dépend dans quelle situation vous vous trouvez. Soit vous vous trouvez dans une situation où, dans le questionnaire, on ne vous demande rien qui concerne votre maladie. Ce qui va être le cas, par exemple, pour les cancers pédiatriques, ça devrait disparaître des questionnaires. Donc, par rapport au cancer, vous n'aurez rien à stipuler. Par contre, si vous prenez, alors je prends l'exemple parce que je pense qu'il est parlant pour beaucoup d'entre vous, si vous prenez du lévothyrox et que vous ne déclarez pas que vous prenez du lévothyrox, eh bien le jour où vous voudrez mettre en œuvre, activer vos garanties d'assurance parce que vous vous êtes cassé la jambe et que vous en avez pour 6 mois de rééducation et que vous ne pouvez pas travailler, etc., et que vous voulez effectivement pouvoir bénéficier du versement des primes pour payer votre emprunt par l'assureur, eh bien lui, à partir du moment où il va faire ses contrôles, alors de nouveau, c'est pas l'assureur qui va faire les contrôles, c'est le médecin conseil qui va être nommé par l'assureur, qui va avoir accès à votre dossier médical, et s'il voit que vous n'avez pas déclaré le lévothyrox, c'est l'article 200 du Code des assurances qui s'applique, et ils vont déclarer votre assurance caduque. Ils vont garder toutes les primes versées à titre de dommages et intérêts et vous n'aurez pas le versement Enfin, c'est caduc, quoi. Du coup, vous n'aurez plus d'assurance. Donc, le risque, c'est vraiment, si vous ne déclarez pas quelque chose, c'est la caducité du contrat. Alors, je vous laisse rebondir après, mais je termine juste sur mon idée. Ça peut aller jusqu'à la poursuite pour escroquerie à l'assurance. C'est pas fréquent, mais on peut aller, si on est vraiment dans des déclarations complètement frauduleuses, l'assureur peut vous poursuivre pour escroquerie à l'assurance. Donc c'est quand même pas anodin. Je vous laisse. Moi, ce que j'ai juste à ajouter, c'est qu'effectivement, nous, au niveau de l'association, si on a une recommandation à faire, c'est dites la vérité. Oui. Voilà. Il vaut mieux dire la vérité. Moi, je vous dis, et je vous conseille vraiment, puisque vous avez le contact maintenant, et puis qu'il a créé son site internet, c'est vraiment passer par l'association Cancer à la vie, parce qu'il a vraiment des astuces et il arrive vraiment à trouver des solutions, même pour des personnes qui ont un cancer à l'âge adulte. Donc là, a fortiori, encore plus, quoi. Donc c'est Jean-Luc Bonnet et l'association Cancer à la vie. Donc voilà. Évidemment, toutes les coordonnées pourront vous être transmises. Bien sûr. Et n'hésitez pas. Voilà, et même si vous nous appelez, on peut vous expliquer. On vous explique par rapport à votre situation et puis on vous renvoie vers lui. De toute façon, on renvoie systématiquement vers lui. Alors, on avait une autre question qui est vraiment dans un cadre différent. Quelles sont les démarches à suivre pour devenir propriétaire dans le cas où l'on bénéficie de l'AAH, allocation des adultes handicapés? Alors là déjà, il y a une différence, il y a déjà l'appréciation par le banquier de votre solvabilité. C'est-à-dire que par rapport au prêt que vous allez demander, est-ce que vous êtes solvable? Et est-ce que vous avez déjà un autre prêt en cours? Puisque vous savez qu'il y a une règle, c'est que à partir du moment où vous avez déjà un endettement de 30% par rapport à vos revenus, vous ne pouvez pas accéder à des prêts complémentaires.
Donc par rapport aux minima sociaux et notamment à l'allocation adulte handicapé, ça peut très vite poser problème. L'autre problème de l'allocation adulte handicapé, alors, parce que je me suis renseignée, comme je vous avoue que j'ai eu la question un petit peu à l'avance, donc j'ai contacté plusieurs banquiers avec qui on travaille également de manière régulière, et ils m'ont dit qu'effectivement, un certain nombre acceptent de prêter de l'argent, même avec uniquement comme ressource pour la personne l'assurance, l'allocation adulte handicapé, mais en règle générale, ils essayent un petit peu de faire le tour. Est-ce que cette personne est dans une situation stable? Puisque vous savez que jusqu'à présent, l'allocation adulte handicapé, elle est sous... c'est une allocation qui est sous réserve de ressources, et vous avez des personnes d'ailleurs pour lesquelles ça pose de nombreux soucis, surtout pour les jeunes, parce que vous bénéficiez de cette allocation adulte handicapé, pas de souci, vous vivez tout seul dans votre appartement, vous avez même un complément qui est attribué, et puis vous rencontrez quelqu'un, vous vous mettez en ménage avec quelqu'un, vous vous déclarez en concubinage, ou vous vous pacsez, ou vous vous mariez, et là tout d'un coup, eh bien, vous avez un redressement et on vous dit vous n'avez plus le droit à l'allocation adulte handicapé parce que votre compagnon ou votre compagne gagne tant et que vous n'êtes plus dans les minima sociaux qui permettent de vous verser cette allocation adulte handicapé. Alors, je sais qu'il y a actuellement une pétition qui circule pour demander à ce que cette allocation adulte handicapé soit dégagée de l'obligation, des ressources, c'est-à-dire ne soit plus conditionnée aux ressources. Et donc, pour l'instant, ce qui se passe, c'est que le banquier, ce qu'il va examiner, c'est est-ce que vous êtes dans une situation pérenne ou pas par rapport à votre allocation adulte handicapé. Parce que si effectivement vous allez pour lui demander, je ne sais pas, même un prêt à la consommation, sans parler de prêt à la cession de propriété, où ça me paraît un peu plus compliqué, mais vous allez aller lui demander si effectivement il se dit oui, mais elle me dit qu'elle va se fiancer, qu'elle va se mettre en concubinage, mais du coup l'allocation adulte handicapé, elle va diminuer, voire elle ne sera plus existante, et à ce moment-là il refusera le prêt. Donc il y a deux choses à prendre en compte: votre capacité à effectivement contracter un prêt d'un point de vue est-ce que vous avez d'autres prêts, d'un point de vue des charges aussi que vous supportez, et puis la deuxième chose, c'est la pérennité de cette allocation qui va être plus ou moins déterminée par le banquier. Pour en revenir au droit à l'oubli, comment le plan Cancer 3 va faire évoluer le droit à l'oubli des anciens patients en termes d'assurance? Alors, c'est ce que vous voulez. Parce que, Catherine Bergelier de l'UNAPEC, on fait partie du comité de suivi du plan de Cancer 3, et donc on a une réunion de jour pour faire le point sur le droit à l'oubli. Alors d'abord, la première chose, c'est qu'ils sont en train de différencier le problème des adultes guéris d'un cancer des enfants guéris d'un cancer, parce que malgré tout, les assureurs sont un petit peu plus amènes de comprendre que 20 ans après la maladie, l'assurabilité des enfants n'est plus la même. Donc, comme disait Dominique, on n'a pas de... si vous avez d'autres pathologies qui sont prises en charge, ça ne changera rien. Par contre, pour le cancer des enfants, donc, ils ont fait un autre groupe de travail, différent des adultes, pour essayer que, en fait, vous n'ayez à remplir que le questionnaire de niveau 1, c'est-à-dire le questionnaire qu'on donne à tout le monde, et que vous n'ayez jamais à remplir le questionnaire de niveau 2, c'est-à-dire celui où vous êtes obligé de préciser exactement tout ce que vous avez eu dans le cadre de votre cancer. Je précise bien dans le cadre de votre cancer. Donc ça, c'est en cours. Ils ont énormément de difficultés avec les assureurs qui veulent que vous déclariez néanmoins, mais ils pensent en tout cas, dans le plan cancer, que pour ce niveau-là, ils vont l'obtenir. C'est-à-dire que vous n'aurez que le premier questionnaire à remplir. Ils sont presque sûrs d'obtenir ça pour les enfants guéris d'un cancer. Et ils ont évalué aussi quelque chose qui me semble un élément important à partir des registres. Ils ont évalué que dans le cas des cancers de l'enfant, les demandes qui avaient été faites avec vraiment des surprimes importantes ne concernaient que 100 personnes par an, ce qui leur permet de négocier au niveau de la mutualisation des risques par les assureurs.
Et c'est une donnée qu'ils ont eue il y a quelques jours, puisque c'était à peine la semaine dernière, et qu'ils ont donc porté aux assureurs pour leur montrer que ça représentait très peu de cas et du coup mieux négocier avec eux. Voilà. Mais ils sont tout à fait conscients, enfin ils sont tout à fait conscients des goulets d'étranglement mis par les assureurs. Et ils essayent c'est pour ça qu'ils ont séparé le problème de la pédiatrie, de l'oncologie pédiatrique, du système adulte. Voilà. Mais c'est vrai que ce chiffre, ils étaient assez contents de pouvoir donner aux assureurs un chiffre qui était assez faible de surprimes vraiment importantes par rapport au cancer de l'enfant. Donc je pense que ça a fait évoluer en tout cas la connaissance aussi, tout ce que vous avez dit sur le plan juridique certes, mais aussi la connaissance du véritable marché de ce que ça représentait par an, ce qui est vraiment un atout pour vous parce que ça ne représente pas les 1000 cas d'enfants qui sont tous les ans atteints d'un cancer pédiatrique. Voilà. Oui, alors, Merci. Si je peux me permettre de rebondir, je pense qu'il y a encore deux choses importantes. Effectivement, donc, ils ont séparé enfants, adultes. Donc, pour les enfants, donc pour les cancers pédiatriques, ce seront tous les cancers. Alors que pour les cancers de l'adulte, là, on est plutôt sur testicules. Enfin, on est sur. C'est pas vrai. Pour le cancer de la tumeur cérébrale, ils sont pas sûrs de pouvoir. Ils sont pas sûrs de pouvoir le faire parce que moi, hier, il y a quelqu'un qui m'a dit normalement, ils devraient le faire pour tous les cancers de l'enfant. Mais en fait, si vous prenez le cancer de la tumeur cérébrale, c'est que ça va se réintégrer dans le risque aggravé en fait aussi. Mais enfin bon, bref. Après, une information qui me paraît très importante, c'est que si parmi vous, il y en a certains qui, effectivement, ont contracté une assurance, qui ont payé des surprimes par rapport à cette assurance. Ces surprimes, si vous n'avez pas dû actionner votre assurance parce que pendant tout le temps de l'assurance, vous n'avez pas eu de soucis de santé, vous n'avez pas eu besoin de faire appel à l'assurance, vous pouvez demander le remboursement des surprimes. Pas le remboursement des primes, mais le remboursement des surprimes. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui est extrêmement... C'est déjà acquis. Oui, c'est acquis, oui, mais non, c'est pas le plan cancer. Moi, j'apporte l'information parce que je sais que la plupart des gens ignorent que à la fin ils ont terminé leur prêt. À la fin du prêt, ils n'ont pas eu besoin d'actionner les garanties du prêt. Interrogez les gens autour de vous qui sait que les surprimes sont remboursables par l'assureur. Et parce qu'on travaille notamment avec, je fais partie d'un groupe de travail où justement on est en train de se poser la question avec tous les montants des surprimes que les assureurs n'ont jamais remboursés depuis des années et des années, qu'est-ce qu'ils en ont fait et est-ce que justement on ne pourrait pas aussi se servir des montants qui ne seront remboursés à personne parce qu'éventuellement les gens sont décédés ou on ne va pas les retrouver, etc., pour créer un fonds de mutualisation, un fonds de solidarité pour permettre effectivement d'assurer plus de personnes. Puisque le droit à l'oubli, ça pose quand même un problème au niveau de l'éthique, au niveau de l'équité, c'est que malgré tout, toutes les personnes atteintes de maladies chroniques ou d'un cancer chronique n'auront pas plus accès à l'assurance demain qu'ils n'y ont aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut rester vraiment motivé pour continuer à faire avancer tout ça. De la même manière, un point important, c'est que là, on est sur tout ce qui concerne les prêts, pour l'accession de propriété, le prêt à la consommation, les prêts professionnels. Mais il y a d'autres soucis. Il y a l'assurance vie qu'Agnès a relevé là tout à l'heure, et il y a aussi toute la question des prévoyances. Récemment, ça fait 3 cas là, en quelques jours aussi, c'est que vous voyez apparaître maintenant sur le marché locatif des propriétaires ou des régies d'ailleurs qui imposent aux propriétaires de s'assurer pour le cas d'impayés, puisque vous savez que s'il y a des impayés, c'est à la fois la régie, elle perd sa part sur le loyer, et puis le propriétaire, il est confronté parfois à des pertes énormes parce que les personnes ne sont pas solvables. Donc, or, dans ces assurances, il y a régulièrement une clause comme quoi, si la personne est en indemnité journalière au moment où elle veut devenir locataire, eh bien, il y a une exclusion. Et du coup, les bailleurs refusent de louer
parce que leur assurance ne prendra pas en compte si jamais la personne arrête de payer. Alors que vous êtes parfois sur des situations où il n'y a pas de changement parce que la personne a son salaire qui est complété, etc. Et puis qu'on a, là, moi en 2 semaines, j'ai eu 3 patients qui malheureusement, les traitements, les cancers, ont aussi déclenché des séparations dans le couple. Ils doivent se reloger quelque part et ils ne trouvent pas parce que chaque fois on leur oppose ce contrat d'assurance. Donc à un moment donné, il va aussi falloir élargir à toutes les autres assurances pour lesquelles on peut aussi rencontrer des limitations parce qu'on est malade. Merci pour vos réponses. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Et le timing, Lionel. Moi, j'ai juste une petite question. Est-ce qu'on peut cumuler une exclusion et une surprime? Oui. C'est légal? Dans le cadre de la convention AERAS, c'est prévu. D'accord. Pour moi, c'est pas juste parce qu'effectivement, le fait que vous ayez l'exclusion ne devrait pas entraîner de surprime. Mais malheureusement, c'est prévu. Il y a 5 réponses au niveau de la convention AERAS. On peut vous accepter avec surprime, on peut vous accepter avec une exclusion, on peut vous accepter avec surprime et exclusion, et où on peut vous refuser l'assurance. J'ajouterais même que les exclusions, des fois, ne sont pas très cohérentes avec l'état de santé des personnes. Quelqu'un qui a un rétinoblastome, pour tout accident qui est lié à la vue, peu importe s'il a un accident de voiture, il ne sera pas pris en charge. Oui. Alors que ça n'a rien à voir avec son cancer des enfants. Voilà. Bonjour. Mais on le voit pour d'autres pathologies que le cancer. Au niveau de la convention AERAS, on voit des injustices dans d'autres pathologies aussi. Il y avait d'autres questions ? Oui. Bonjour, j'avais juste une question parce qu'on parlait de l'âge limite, vous parlez de 15 ans. Est-ce que l'adolescent et le jeune adulte peut être concerné pour les nouvelles clauses de cet abonnement? Là, a priori, alors corrigez-moi si je me trompe, mais normalement, le cancer pédiatrique, on va le prendre en compte jusqu'à l'âge de 15 ans. Et puis, effectivement, vous avez maintenant les adolescents et jeunes adultes qui vont de 15 à 25 ans. Donc, eux vont dépendre, auront le même, bénéficieront des mêmes avantages que ceux qui va être déterminé dans le groupe adulte. 15 ans, c'est l'âge du diagnostic? Alors, oui. C'est si le jusqu'à diagnostic 15 est fait ans. avant 15 ans, si le traitement dure 5 ans, c'est bon. Oui. Parce que normalement, en fait, quand on parle d'âge de 15 ans, alors il faudra voir les décrets d'application, mais très souvent, juridiquement, quand on vous parle de l'âge de 15 ans, en fait, ça va jusqu'à 16 ans moins 1 jour. Donc, vous avez votre diagnostic à minuit moins 2, la veille de vos 16 ans, ça devrait fonctionner. Mais il faudra voir les décrets d'application. Donc, encore 2 questions. Donc, j'ai repéré une dame qui est là et puis la jeune fille là-bas. Et après, on passe au sujet suivant. Oui, bonjour. Moi, Non, mais posez votre question, parce que Madame Oberlin me rappelait quelque chose. Excusez-moi, je suis là. Je vais pas parler ainsi. Excusez-moi, voilà. oui, excusez-moi, c'est le temps bonjour. que je... Donc j'étais concernée l'an dernier donc j'ai voulu accéder à la propriété et faire un prêt. J'avais été un peu alertée effectivement sur cette question du questionnaire de santé lors de la conférence l'an dernier à Paris. Et moi, je voulais être sincère et j'ai plutôt pris l'option de dire je vais essayer de faire le moins... de répondre le moins possible, de mentir le moins possible, on va dire. Donc d'être plutôt dans l'omission que dans la sincérité. Et donc pour faire ça, j'ai cherché l'assurance qui avait le questionnaire le moins intrusif, de manière à ne pas avoir à dire mes antécédents. Donc je me suis engagée dans des comparatifs, des recherches. J'ai pris contact avec plusieurs banques, donc j'ai essayé de leur tirer les verres du nez aussi, de savoir qu'est-ce qu'il y avait dans leur questionnaire, quel était le questionnaire et l'assurance, parce que beaucoup de banques ont une seule et même assurance, et qui est la CNP. Alors celle-ci, soyez certains que vous serez, on vous posera toutes les questions, donc c'est surtout pas celle qu'il faut prendre. Enfin, peut-être que ça a évolué, mais en tout cas
Non, c'est ce que toujours j'ai pareil. constaté auprès de beaucoup de banques. Donc je me suis dit, celle-ci, je la mets de côté. J'ai fini par trouver ce qui me correspondait à peu près, c'est-à-dire que j'ai pas eu à tout dire et je pense avoir été assez sincère finalement dans le questionnaire. Donc j'ai aussi imposé à ma banque, parce qu'il y avait aussi la question de trouver la bonne banque avec le bon prêt, etc. Je lui ai imposé de prendre l'assurance que je souhaitais. Oui, ça c'est Qui la a loi, été, tout à fait. un bras de C'est fer, Madame hein, Lagarde qui a voilà. créé cette loi, qui était déjà une bonne chose, puisque vous n'êtes plus obligé de prendre l'assurance de votre banquier. Vous pouvez choisir une autre assurance qui offre les mêmes garanties. Mais et à partir de aujourd'hui- là, le banquier est obligé de l'accepter. Tout à fait. Alors ils sont obligés, mais ils ne sont pas tout à fait d'accord et contents de ça. Donc il faut absolument assurer, être ferme sur le fait de leur imposer une autre assurance. Et dans ce cas-là, c'est un conseil, j'étais très engagée dans la négociation. J'étais quasiment arrivée au bout. Donc je leur ai fait je leur ai sorti ça un peu sur la fin, ce qui les a obligés à aller jusqu'au bout avec moi, mais parce que je pense que sinon ils auraient lâché l'affaire. Et parce qu'une autre banque était à peu près dans cet état d'esprit et m'a dit, mais dans ce cas-là, je vous fais un taux plus élevé, quand je lui ai dit que je sortais une autre assurance. Donc ça s'est bien passé à ce niveau-là, mais il faut vraiment être très attentif à toutes les étapes, tant dans la négociation qu'avec le choix de l'assurance. Et juste une autre chose, ça c'était pour un prêt immobilier. J'ai voulu aussi changer de mutuelle, et pour ceux qui seraient concernés par le souhait de contracter une prévoyance mutuelle, j'ai aussi fait le choix de trouver la mutuelle qui ne posait pas de questionnaire de santé pour un préalable. Vous êtes dans le cadre de la prévoyance ou de la complémentaire santé ? Alors, je ne sais jamais laquelle c'est. Parce que la prévoyance, dans le cadre des prévoyances, c'est l'assurance qui va maintenir votre salaire au cas où vous devriez être en arrêt de travail. Celle-ci. Voilà, pour la prévoyance, donc, effectivement. Et donc, j'ai changé de mutuelle en choisissant dans mes critères le fait que je n'avais pas à remplir de questionnaire, parce que la plupart du temps, c'est ce qui se passe. Et là, j'ai juste eu une carence d'un an, un délai de carence d'un an. Donc, je me suis dit que ça valait le coup. Oui, Voilà. ça vaut, oui, effectivement, mais ça demande effectivement de chercher, parce qu'il y a très peu de prévoyances qui offrent cette possibilité-là. Après, dans le cadre des prévoyances collectives obligatoires, on rencontre des soucis avec les petites structures, par exemple, qui voudraient bien assurer, parce que pour le cadre, aujourd'hui, la prévoyance est obligatoire, mais l'obligation, elle est à 50% du salaire, de garantir à 50% du salaire. Pour certains cadres, garantir à 50% du salaire, c'est pas grand-chose. Donc, et si on est dans une petite structure avec moins de 5 personnes, dans le collège cadre, eh bien, il y a également des questionnaires de santé. Donc, on a des petites structures qui se voient refuser l'assurance de cadre à 80 ou 85% de leur salaire, et ils ne peuvent les assurer qu'à 50% du salaire, même s'ils voulaient faire plus, parce que à cause du questionnaire médical. Donc, effectivement, vous avez eu les bons réflexes. Après, la seule chose, c'est, vous me dites, j'ai essayé d'être le plus sincère possible. Moi, voilà, c'est une chose de trouver. Du moment qu'on vous pose pas la question, il n'y a pas de souci. On vous pose pas la question, vous n'avez pas à y répondre. Mais si on vous pose une question, il faut y répondre de manière complète et la plus fiable possible, quoi, parce qu'autrement, vous risquez, en retour de bâton, qu'on vous prononce la caducité. Donc, dernier point, parce que c'est vrai que Madame Aubertin me l'a rappelé, pour ceux qui l'ignorent ou qui ne l'ont pas en tête, il y a la loi Hamon qui est passée au niveau des assurances également, qui est entrée en vigueur en janvier 2015, qui vous permet, par exemple, dans le cas où vous souhaitez accéder à la propriété, vous avez besoin de faire très rapidement un prêt par rapport à une profession, et si vous êtes un peu stressé par le temps et que vous ne trouvez pas tout de suite l'assureur qui, avec le bon tarif, etc., eh bien, vous allez pouvoir contracter avec un assureur qui aura un moins bon tarif, mais au moins vous êtes assuré tout de suite, et vous avez 12 mois, à partir de là, vous avez 12 mois pour changer d'assureur.
Et donc vous avez 12 mois pour faire vos démarches et trouver un assureur qui soit plus compétitif et qui vous offre de meilleures garanties, un coût moins élevé, etc. Et c'est un droit, vous pouvez changer dans les 12 mois. Et ça, c'est la loi Hamon qui est entrée en vigueur là en janvier 2015, qui est extrêmement importante pour vous. Parce que moi, ce que je vois, c'est souvent les patients arrivent, ou les anciens patients arrivent et disent, voilà, ça y est, c'est le coup de cœur, j'ai trouvé la maison, mais maintenant il faut que dans le mois qui vient, j'ai trouvé, dans le compromis de vente, il est indiqué que j'ai 3 semaines pour trouver le prêt, ou il y a 1 mois, ou il y a 2 mois, ça dépend des compromis. Donc il faut tout de suite que je trouve l'assureur. Et voilà, ça donne, parfois on n'a pas beaucoup de temps, et puis on peut être très stressé. Là maintenant on peut se dire, même si j'ai pas trouvé tout de suite le bon assureur, je prends le premier qui m'accepte, mais après, j'ai le temps, j'ai 12 mois pour pouvoir changer et rééquilibrer les choses. Ça modifie aussi la perception des assureurs, parce que les assureurs sont conscients que vous allez pouvoir changer dans les 12 mois. Donc très souvent, ce à quoi on assiste en pratique, c'est les assureurs qui disent, écoutez, là, vous êtes à 6 mois de vos traitements, donc c'est un petit peu compliqué de ne pas vous faire telle exclusion ou de ne pas vous mettre telle surprime. Mais par contre, revenez me voir dans 1 an, parce que là, on va pouvoir revoir votre dossier et on va pouvoir, par exemple, quand on ne propose que d'assurer le décès, on va pouvoir mettre les indemnités journalières et le cas et également une clause en cas d'invalidité et vous faire bénéficier de ces garanties supplémentaires. Donc ça fait bouger quand même les assureurs. Pour revenir, je pense que ce qui se passe aujourd'hui, pour avoir eu 2 assureurs au téléphone hier, ils n'ont pas envie de se retrouver avec une loi qui les embête un peu. Donc ils sont beaucoup plus dans l'écoute et dans le fait de trouver quelque chose où ils y trouvent leur compte aussi. Donc on peut espérer que les choses se débloquent quand même avec ce fameux droit à l'oubli.